Des cours au collège et au lycée uniquement le matin et des activités extrascolaires l'après-midi, c'est la proposition du TikToker Sensei Demo qui fait beaucoup parler en ce moment, avec des centaines de milliers de signatures sur une pétition et surtout de nombreuses réactions politiques. Mais alors cette proposition est-elle réaliste? Comment ça se passe à l'étranger et que disent les spécialistes? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, comme c'est parfois le cas le vendredi, je serai sans la caméra aujourd'hui, mais de retour avec la caméra lundi. Alors mise en ligne le 4 septembre, cette pétition publiée par le TikToker Sensei Demo et réclamant une réorganisation des cours en France a donc déjà récolté plus de 300 000 signatures. Son idée, elle est plutôt simple, en tout cas sur le papier, mettre des cours jugés importants comme le français ou encore les mathématiques le matin entre 8h et 13h et laisser du temps l'après-midi pour les matières plus légères telles que le sport ou encore la musique. Selon lui, cette réorganisation du temps scolaire, elle pourrait améliorer l'expérience d'apprentissage et la qualité de vie à l'école. En fait, en interrogeant des élèves, que ce soit au collège ou au lycée, il s'est rendu compte que beaucoup avaient le sentiment de subir un rythme fatigant, avec parfois déjà plus d'1 heure ou 2 heures de transport par jour aller-retour pour se rendre dans leur établissement. Et en plus de ça, des pauses déjeuner très courtes qui ne permettent pas de réellement faire de pause, et des grosses journées, parfois de 8h à 18h par exemple. Par ailleurs, beaucoup d'élèves se plaignent de ne pas avoir le temps de pratiquer donc des activités extrascolaires. Encore une fois, donc, ce n'est pas le cas de tous les lycéens, ce n'est pas la situation pour tout le monde, mais c'est des témoignages et donc de plus en plus de lycéens qui demandent une forme de réorganisation. Et on peut noter que l'engouement autour de cette pétition et de ces vidéos a été tel que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, lui a répondu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, déclarant qu'elle avait lu tous les commentaires et qu'elle n'avait, je cite, aucun tabou. Cela dit, elle a tout de même affirmé être réaliste et qu'elle ne pouvait pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà commencé. Il a noté au passage sur ce sujet très précis que, entre-temps, Sensei Demo avait été invité puis désinvité par la ministre après la découverte de commentaires homophobes et transphobes. C'est ce qu'indique l'émission Quotidien dans une newsletter, tandis que le TikToker de son côté rejette ces accusations. Bon, mais revenons donc à ce sujet des cours en France, un débat donc qui est à nouveau présent ces dernières semaines, mais qui en réalité n'est pas nouveau. Avec 1142 heures dans l'année à l'âge de 15 ans, selon l'OCDE, les lycéens français sont parmi les lycéens les plus chargés en termes d'heures de cours en tout. Autrement dit donc, en France, on a beaucoup d'heures de cours par rapport à d'autres pays, et notamment d'autres pays européens. Mais attention, là c'est un nombre brut, c'est le nombre d'heures, et ça dit pas forcément beaucoup sur le rythme réel des élèves. En effet, je vous la fais courte, ces heures-là, elles peuvent être en quelque sorte serrées, compressées ensemble sur quelques semaines de travail, avec des journées qui sont extrêmement longues. Mais à l'inverse, on peut imaginer avoir plus ou moins le même nombre d'heures, mais des heures qui sont étalées au fil de l'année, avec donc pour conséquence le fait d'avoir des vacances scolaires moins longues, mais donc des journées plus courtes en moyenne. La Finlande, par exemple, elle propose 5 heures maximum de cours par jour à ses élèves, et même s'il n'y a pas strictement un emploi du temps avec des cours uniquement le matin, on peut noter que le pays valorise tout de même la flexibilité et la réduction du stress chez les élèves. Les après-midi, ils sont souvent consacrés donc à des activités comme la musique, le sport ou encore les arts. Autre exemple que l'on peut noter, c'est celui de l'Allemagne, qui est souvent cité d'ailleurs pour parler de ce modèle avec des cours le matin et des activités l'après-midi. Alors parmi les avantages qui sont souvent mis en avant pour ce système, en ayant des journées plus courtes, on aurait souvent des élèves plus concentrés parce que forcément la charge de travail par jour est moins importante. On aurait aussi des élèves moins fatigués et des résultats scolaires qui seraient pas forcément moins bons. Et même si évidemment c'est pas le seul facteur, dans le cas de la Finlande par exemple, on obtient des très bons résultats dans les évaluations internationales. C'est ce qu'indiquent en tout cas certains tests, par exemple les tests PISA. Autre avantage qui est souvent mis en avant, il y a l'idée donc de laisser plus de temps libre à d'autres activités, vous l'avez compris, donc le sport, les activités culturelles, etc. Et selon l'OCDE, les élèves qui participent à des activités extrascolaires ont tendance à mieux réussir académiquement, donc même donc dans les cours, et se sentent plus engagés dans leur environnement d'apprentissage, ce qui peut réduire le taux de décrochage et améliorer leur bien-être général. Alors pour autant, y a-t-il des limites à ce système? Eh bien, vous l'imaginez, ça fait partie évidemment de ces mesures qui font débat. On peut noter déjà que ce modèle allemand, il est depuis quelque temps remis en question, car l'école allemande est considérée comme étant l'une des plus discriminantes socialement, avec certaines familles qui peuvent se permettre de payer des activités extrascolaires l'après-midi, tandis que d'autres non. Bref, si un tel système est mis en place, il doit a priori s'accompagner d'une vraie présence de l'État pour pouvoir offrir à toutes et à tous des opportunités d'épanouissement l'après-midi, au risque autrement de créer une forme de décalage entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Alors l'autre argument ou l'autre limite sur l'idée d'avoir
avoir les cours les plus importants le matin. Tout dépend en fait de ce qu'on entend par le matin. En effet, il y a une question très importante qui est celle du sommeil. Selon les résultats d'une étude de 2021 publiée dans la revue scientifique spécialisée Sleep, démarrer les cours plus tard et notamment après 8h30 permettrait aux élèves de gagner en qualité de sommeil et d'être plus attentifs. Et par ailleurs, c'est une question plus large avec les jeunes qui ont tendance à se coucher de plus en plus tard et ça peut évidemment avoir un impact si on commence à 8h le lendemain matin. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place en France et que dit le gouvernement ? Eh bien, lors de mon interview d'Emmanuel Macron il y a un an, le président de la République semblait aller dans le sens d'une réorganisation des cours en France. Il déclarait notamment ceci. Simplement, est-ce qu'on a les meilleures conditions pour apprendre ? La réalité, c'est non. Parce qu'en fait, on concentre le temps scolaire sur quelques jours. Et on peut faire du 8h-18h en une journée ou des ce qui fait qu'on a moins de sport, d'activités éducatives, d'activités artistiques. Or, c'est très bon pour le développement, pour la confiance en soi, et on apprend mieux. Et à l'inverse, on a des vacances, même je vois par rapport, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais moi quand j'étais à l'école, on n'avait pas 2 semaines à la Toussaint, on n'avait pas 2 semaines à Pâques. On a accru toutes ces vacances intercalaires, et on a des vacances d'été qui sont beaucoup plus longue que les copains. Le président de la République estime donc qu'il y a une discussion qui doit être engagée sur cette question. Il ne semble pas fermé à un modèle qui aurait moins de cours par jour. Mais face à cela, donc, il estime aussi qu'il faut potentiellement moins de vacances. D'autant plus qu'il estime, comme d'autres personnalités politiques, que les vacances scolaires longues, comme par exemple les vacances d'été, peuvent aussi accroître les inégalités. Je rentre pas dans les détails là-dessus, mais si vous voulez voir mon interview d'Emmanuel Macron l'an dernier, je vous mets le lien directement en description. C'est sur notre chaîne YouTube des grands formats. Alors du côté de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, on estime qu'il n'y a aucun tabou. Maintenant, ce qu'il faut noter, et on en parle tous les jours, donc je pense que vous le savez, mais le nouveau gouvernement qui est mené par le Premier ministre Michel Barnier, il est certes composé en partie du camp présidentiel, mais il est aussi composé en grande partie de membres du parti de droite Les Républicains. Alors dans son discours mardi, le Premier ministre Michel Barnier a évoqué le fait de donner de la place pour la culture et le sport chez les jeunes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de rythme ? Est-ce que ça peut avoir un impact ? La question semble encore ouverte. Et à noter au passage que là, on parle d'une pétition, mais évidemment, il y a aussi des syndicats, notamment, qui se penchent sur le sujet depuis longtemps, des syndicats d'enseignants, par exemple. Il faut aussi noter que cette rentrée, comme l'an dernier, elle fait face à de nombreux défis, par exemple des enjeux de recrutement, de valorisation du métier d'enseignant. Il y a toujours d'autres questions aussi, comme par exemple la question du harcèlement à l'école. Bref, c'est un sujet parmi d'autres, mais on verra à quoi ça ressemble dans les prochains jours. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, sachez, et vous le savez peut-être, mais qu'il y a quelques mois, j'ai lancé avec mon équipe un nouveau média, un média qui s'appelle Élan et qui est consacré justement à la question de la vie professionnelle et notamment aussi de la question donc des études. J'aimerais vous en savoir plus sur ce sujet donc du temps scolaire et d'autres sujets qui peuvent vous concerner si vous êtes étudiant ou que vous entrez ensuite dans la vie professionnelle. Le nom du média c'est Élan et vous pouvez le retrouver sur Instagram notamment, c'est élan.media. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a lourdement bombardé le sud de Beyrouth, la capitale du Liban, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'armée israélienne aurait visé un bâtiment où se trouvait vraisemblablement Hachem Safieddine, le potentiel successeur d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, ce parti islamiste et groupe armé libanais considéré comme terroriste par de nombreux pays. Hassan Nasrallah, qui était à la tête du Hezbollah depuis plus de 30 ans, a été tué la semaine dernière par une frappe israélienne au Liban. Pour le moment, on ignore si la frappe a tué Hachem Safieddine ou non. Parallèlement à ça, Israël a également ciblé la principale route qui relie le Liban à la Syrie et qui a donc été coupée, selon le ministre des Transports libanais. Il a précisé que la frappe avait creusé un cratère de 4 mètres de large. De son côté, Israël accuse le Hezbollah de faire circuler des armes de façon clandestine par cet axe. Mais ces derniers jours, cette route est empruntée par des centaines de milliers de personnes qui fuient les bombardements au Liban. Selon un correspondant du quotidien libanais L'Orient le Jour, ces raids n'ont fait que des dégâts matériels. En tout, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, en octobre 2023, les autorités libanaises dénombrent près de 2000 personnes tuées et plus de 1,2 million de déplacés. Par ailleurs, une frappe israélienne a tué 18 personnes dans un camp de réfugiés dans le territoire palestinien occupé de Cisjordanie, selon l'autorité palestinienne. Il s'agit de la frappe la plus meurtrière depuis 2000 en Cisjordanie. De son côté, Israël explique avoir éliminé un chef local du Hamas qui a commandité et participé à de nombreuses attaques ou attentats dans le nord de la Cisjordanie. Selon Israël, il s'apprêtait à en commettre de nouveaux, je cite, à très brève échéance. Côté iranien, Ali Khamenei, le guide suprême du pays, a pris la parole ce vendredi. Il a notamment déclaré que l'attaque du Hamas contre
contre Israël le 7 octobre était légitime, tout comme l'attaque aux missiles contre Israël en début de semaine. Il a également affirmé qu'Israël, je cite, n'en a plus pour longtemps. Deuxième actu, 2 jours après avoir prononcé son discours de politique générale, le Premier ministre Michel Barnier est rentré ce jeudi soir dans le détail de son programme à l'occasion de l'émission L'événement diffusée sur France 2. Alors je vais pas tout vous résumer, mais parmi les points importants, Michel Barnier a notamment assuré qu'il ne négociait pas, je cite, avec Madame Le Pen ni avec les partis d'extrême gauche. Concernant le vote du budget pour 2025, le Premier ministre a affirmé que son gouvernement était prêt à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le vote malgré un rejet de l'Assemblée nationale. Il a aussi promis, je cite, des mesures rigoureuses pour mieux maîtriser nos frontières et a affirmé que les hausses d'impôts sur les sociétés concerneraient 300 entreprises pendant 1 an ou 2. Et concernant les hausses d'impôts sur les 65 000 foyers les plus fortunés, elles permettront selon lui de récupérer 2 milliards d'euros et seront destinées par exemple à un couple au revenu fiscal de 500 000 euros par an, mais pas en dessous. Enfin, le Premier ministre s'est exprimé sur la situation au Proche-Orient, estimant qu'Israël est, je cite, en situation de légitime défense, bien qu'il faille tracer une perspective pour les Palestiniens. Troisième actu, Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a menacé d'utiliser l'arme atomique sans hésiter en cas d'attaque, selon des propos rapportés ce vendredi par l'agence officielle du pays, la KCNA. Cette réaction est une réponse à la déclaration qu'avait faite ce mardi le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, affirmant que Kim Jong-un s'exposerait, je cite, à la fin de son régime en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. La Corée du Nord et la Corée du Sud traversent actuellement l'une de leurs périodes les plus tendues de ces dernières années. La Corée du Nord a annoncé début août le déploiement de 250 lance-missiles à sa frontière avec le Sud, alors que des dizaines de milliers de militaires américains, principal soutien de la Corée du Sud, sont actuellement stationnés en Corée du Sud. Quatrième actu, dans les écoles françaises, les actes antisémites signalés ont été multipliés par plus de 4 et les actes racistes par près de 2 sur 1 an, a indiqué ce jeudi l'Éducation nationale. Concrètement, sur l'année scolaire 2023-2024, plus de 3600 actes racistes et antisémites ont été recensés à l'école, contre 1270 cas l'année précédente. Le nombre d'actes racistes et antisémites signalés a donc presque triplé en 1 an. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le déclenchement du conflit israélo-palestinien du 7 octobre 2023 et son impact en France sont évidemment à prendre en compte dans l'explication de ces chiffres. Cinquième actu, Marine Tondelier, la chef du parti écologiste, est la seule française dans la liste des 100 leaders de demain réalisée par le magazine américain Time. Depuis 5 ans, cette sélection sans classement met en lumière les leaders que le magazine estime parmi les plus influents de la planète. Marine Tondelier a été choisie par la ministre allemande des Affaires étrangères, qui est également écologiste et qui affirme qu'elle est, je cite, l'un des principaux défenseurs d'une Europe ouverte et progressiste. Dans la même catégorie, on retrouve le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et dans la catégorie des artistes les plus influents de demain, c'est la chanteuse américaine Sabrina Carpenter qui est mise à l'honneur. Et on termine avec cette actu, l'acteur et réalisateur français Michel Blanc, connu pour son rôle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 72 ans. L'acteur est mort des suites d'un malaise cardiaque après une réaction allergique grave, selon les informations de BFM TV. Il a reçu de nombreux hommages de ses amis acteurs comme Gérard Jugnot ou Josiane Balasco, qui faisaient partie de la troupe du Splendide. Michel Blanc s'était notamment fait connaître pour les films Les Bronzés ou encore Le Père Noël est une ordure, considérés par beaucoup comme des classiques du cinéma français. Merci beaucoup Léa. Alors la question du jour, c'est la suivante, je vous la lis tout de suite. En 2020, la France était touchée par l'affaire des chevaux mutilés, je cite. Pourrais-tu nous donner des nouvelles sur cette affaire ? La force de votre journal est de revenir sur des affaires dont on n'entend plus jamais parler dans les médias traditionnels. Merci à vous pour cela. Vous révolutionnez le monde de l'information. Alors c'est des très grands mots, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais merci beaucoup en tout cas pour ton message. Et je trouve la question extrêmement intéressante. Alors pour le contexte, effectivement, en 2020, beaucoup de médias avaient évoqué le sujet. On parlait de chevaux mutilés avec des oreilles qui avaient été coupées et des dizaines de cas partout en France. Et donc on ne savait pas à quoi c'était dû. Est-ce qu'il y avait un criminel derrière ça ? Est-ce qu'il y avait une organisation secrète qui mutilait les chevaux ? Et ce qui est extrêmement intéressant à voir, et ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions, c'est que finalement, beaucoup de médias ont fait des enquêtes dans la foulée là-dessus. Et il s'avère qu'a priori, c'était surtout une véritable psychose collective. En gros, ces chevaux mutilés, le plus souvent, c'était dû en fait à des animaux qui les attaquaient. Et en face de ça, en réalité, il y avait pas mal de faux témoignages avec des personnes donc parfois en quête de célébrité, qui mentaient sur le sujet. Bref, il y a eu une véritable psychose pendant plusieurs semaines alimentée par certains médias, alors qu'en réalité, finalement, il n'en était rien. Alors, je rentre pas dans les détails là-dessus, mais je vous mets un long article réalisé par la revue des médias de l'INA directement en description. C'est passionnant, ça explique comment est-ce que cette affaire est montée comme ça au fil des semaines, et ça pose évidemment de nombreuses questions en tant que média sur ce genre de sujet et sur la façon de les aborder. Ce week-end, pour suivre l'actualité,
d'actualité, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et je le disais, le nom de Elan, c'est donc elan.media pour notre nouveau média. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo.